Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous forme d'Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer Mario Bava en toute simplicité puisque le grand maître italien fait l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque française, s'il vous plaît, entre autres actualités dont on va causer avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial Bava et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Julien, je disais entre autres actualités parce qu'il n'y a pas que la Cinémathèque, la rétrospective, il y a d'autres entrées Mario Bava. Oui, en fait, il s'est passé pas mal de choses en fait sur Mario Bava. Si je dois les reprendre de façon chronologique, il y avait eu la ressortie de La Planète des Vampires dans une restauration à tomber par terre, qui est un film très important de Mario Bava, j'en parlerai tout à l'heure, qui a donné lieu en fait à plus tard, une sortie en Blu-ray et DVD chez l'Arabia, donc édition de très grande qualité avec un formidable documentaire de Vivement Meilleur. Il y a un très beau livret aussi. Plus tard, à la rentrée dernière, dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré, il y a eu 6 femmes pour l'assassin, qui est un autre film majeur en fait, de Mario Bava qui est sorti dans une très belle édition. Et depuis janvier, février, alors j'ai plus exactement les dates en tête, l'éditeur ESC a ressorti également en DVD et en Blu-ray dans des nouvelles restaurations. Alors j'espère que j'en oublie pas, mais de mémoire, il y a eu Le Corps et le Fouet, L'abbé sanglante et Une hache pour la lune de miel. Voilà. J'adore ce titre. Et voilà. Et oui, qui est pas forcément son plus connu, mais qui est un film aussi extrêmement intéressant. Il y a cette rétrospective à la Cinémathèque, mais qui est accompagnée aussi, et ça c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas l'occasion forcément de venir à Paris. Il y a une ressortie de 3 films aussi de Mario Bava cet été, qui sont 6 femmes pour l'assassin, 3 visages de la peur et j'ai oublié La ruée des Vikings, pardon, qui est un film de Vikings, comme son titre l'indique, qui capitalisait en fait sur le film de Richard Fleischer avec Kirk Douglas. Voilà. Et Bava, c'est intéressant. Il nous a semblé intéressant d'en parler ici à Nos Ciné parce que c'est une figure extrêmement importante du cinéma en général et puis du cinéma de genre en particulier. Et moi, il me semble même qu'il représente une espèce d'idéal en fait de cinéma Bava, et je vais expliquer pourquoi tout de suite. Et paradoxalement, à côté, ce que je constate, c'est que si c'est un réalisateur qui est immanquable, inévitable, extrêmement important pour des gens de ma génération ou plus âgés, j'ai l'impression qu'il a un peu plus disparu chez les trentenaires, les gens qu'on va balai, etc. Alors que, paradoxalement, ils consomment énormément, ils sont très friands de ses élèves, en fait, finalement. Peut-être que plus précisément, c'est quelqu'un dont on connaît beaucoup le nom et dont on a vu assez peu les films. Assez peu les films, effectivement. Voilà. Et alors, le truc qui peut s'expliquer là-dedans, c'est que Bava a une carrière qui, finalement, a été multiple. C'est-à-dire qu'il y a des obsessions, il y a des thèmes récurrents, il y a des figures de style que l'on retrouve de film en film, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est énormément réinventé, puis qui, surtout, a travaillé sur un nombre colossal en fait de genres. Il a travaillé sur le péplum, il a fait des westerns, il a fait des films d'horreur, il a fait des films un peu plus fantastiques, gothiques. Il a fait même du film comic book puisqu'il a adapté un fumetti diabolique en l'occurrence, qui est peut-être le fumetti le plus célèbre en Italie. Les fumetti sont l'équivalent des comic books en Italie. Il a fait aussi de la SF. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile de... Voilà, je sais pas, peut-être quelqu'un comme Terence Fisher, par exemple, c'est plus simple en fait de se dire bon bah voilà, là, c'est la mœur, tu arrives un peu plus à le cerner. C'est vrai que Bava, c'est un peu plus compliqué. Donc là, la grande difficulté, c'est qu'on est sur un extra, donc mon temps est extrêmement limité. On doit s'attaquer à un monument, donc en fait, je me retrouve un peu dans la configuration de l'épisode de Raya Rosen. Il faut que j'essaye de vous donner quand même envie, mais pardonnez-moi, sachez que tout ce que je vais dire n'est pas exhaustif. Spécialiste intégral en 7 minutes. Non, mais c'est vachement dur. Mais je ne suis pas exhaustif. Pardonnez-moi pour les connaisseurs parce que je vais probablement louper beaucoup de choses. Mais je vais essayer de vous donner 2 portes d'entrée intéressantes en fait chez Bava, avec ce qui me semble être ces 2 grandes qualités. La première, c'est en fait Bava, c'est un peu l'artisan ultime. C'est-à-dire que ce qui le caractérise, à mon sens, c'est une maîtrise totale de son art, de son artisanat et du cinéma. Il faut savoir que Bava, c'est un enfant de la balle. Son père est un artiste, un peintre, mais il a aussi travaillé dans le cinéma muet. Bava, il a baigné dans le cinéma des origines comme ça, et il y a eu ça. Et ensuite, il a commencé dans le cinéma, j'ai envie de dire par la petite porte, c'est-à-dire qu'il a occupé tout un tas de postes différents.
principalement directeur de la photographie et spécialiste des effets visuels. C'est pour ça surtout qu'on l'a connu, qu'on faisait appel à lui. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'il a tiré de toutes ses expériences et de ce passé, puis aussi de son paternel, une espèce de vision totale en fait de l'art cinématographique. C'est-à-dire que moi, à mon sens, les départements ne sont pas cloisonnés chez Bava. C'est-à-dire que la lumière est un effet spécial, par exemple, il a comme ça intégré la totalité de ce qui est l'illusion en fait d'un film pour livrer des objets filmiques absolument fascinants qui peuvent être apparentés. Alors, le parallèle est un peu grossier, mais on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent du Segundo Deschamón en Espagne, de Georges Méliès en France, de Eiji Tsuburaya au Japon. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça du technicien virtuose, en fait, qui ne se pose pas la question et qui réussit à modeler comme ça le truc. L'autre chose qui me semble importante chez Bava, et du coup là-dessus aussi, juste pour continuer un instant sur sa maîtrise en fait de la technique du cinéma, ça va le conduire à deux choses. Ça va le conduire déjà à réussir à boucler ses films dans des délais ahurissants et avec des budgets minuscules. Alors il y a une anecdote qui est assez édifiante, il me semble, sur Bava là-dessus. On parlait tout à l'heure de Diabolique, donc cette adaptation de Fumetti, c'est un film à grand spectacle. C'était son seul film qui était censé être un peu plus tout public, on va dire. Et c'était produit par Dino De Laurentiis, qui était déjà un producteur très important, puis surtout qui était connu pour injecter beaucoup d'argent en fait dans ses productions. Or, Mario Bava étant Mario Bava, il n'a pas du tout déboursé la totalité de son budget. Il est resté beaucoup d'argent en fait sur la table. À la fin, et en plus, lui, il n'a pas aimé en fait cette expérience-là. Parallèlement à ça, il y a certains de ses plus grands films, comme je crois que Opération Peur, il l'a bouclé en 15 jours, le tournage. Et souvent, un film comme La Planète des Vampires, il le tournait sur un plateau qui était littéralement vide. Il y avait 3 rochers qui étaient là, et de la fumée, des effets de lumière, quelques petites astuces comme ça de composition, et c'est ahurissant, le résultat est absolument hallucinant. Tout ça me conduit à l'autre grande qualité aussi de Mario Bava, qui est que c'était un cinéaste, à mon sens, extrêmement, et c'est là aussi c'est un artisan, qui ne se positionnait pas justement en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu'il avait du coup ce qui ne veut pas dire qu'il ne prenait pas son art au sérieux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas une vision forte du cinéma, mais par contre il avait une certaine humilité là-dedans, et il avait aussi une capacité du coup à prendre une certaine distance avec ce qu'il faisait. Ça l'a conduit à deux choses. Ça l'a conduit déjà à assumer le côté factice du cinéma. Il a travaillé là-dessus, en fait, Mario Bava, vraiment, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a ce film, un de ses meilleurs films, c'est le film Omnibus, Les 3 visages de la peur. C'est un film qui se termine sur une chevauchée d'un personnage qui est interprété par Boris Karloff, qui est donc le narrateur du récit cadre de ce film Omnibus. Dans l'intérieur de ce film Omnibus, il y a quelques chevauchées, en fait, donc des personnages que tu vois à peu près en plan américain, un peu plus serrés que ça, ils sont un peu cadrés au niveau du torse, et ils sont en train de chevaucher, tu vois, comme ça, devant un cadre, et en fait, le film se termine, et tu as un travelling arrière qui révèle qu'en fait, c'est un faux cheval, il est en studio, il y a des techniciens qui tournent devant la caméra avec des branches d'arbres, et il y a des ventilateurs dans la tronche en fait, de Boris Karloff pour parfaire l'illusion. Il travaillait ça, en fait, vraiment, il l'a poussé jusqu'à son paroxysme. L'autre intérêt de ça, c'est que du coup, il allait là où le vent le portait. Bava, c'est aussi un produit de cet âge d'or en fait du cinéma italien, les années 60. Dire, c'est très générationnel aussi. Complètement. Et il enchaînait, etc. Et du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais il y avait une porosité des genres. Mais c'est super intéressant en fait chez lui parce que tout se nourrit, c'est-à-dire qu'il va investir tout à coup dans le film de science-fiction, dans le film comic book, alors peut-être que l'exemple le plus édifiant là-dessus, c'est La Ruée des Vikings, justement, qui ressort, où il y a dans La Ruée des Vikings une espèce d'imagerie qui ne détonnerait pas dans un film de Roger Corman qui adapte Allan Poe, Edgar Allan Poe, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que tu vas avoir des couleurs incroyables, des décors en studio extrêmement assumés comme étant en studio, et du coup, il va se dégager un parfum un peu surréaliste qui fait que ce film de Viking, moi, si pour vous donner une porte d'entrée là-dedans, ça peut être un film de Heroic Fantasy très facilement. C'est-à-dire que tu peux relier ça au Seigneur des Anneaux, à Conan le Barbare, assez aisément, je trouve, là-dedans. Et puis, cette humilité, et ça, c'est peut-être le plus important chez Bava, va aussi le conduire forcément à ne pas se reposer sur ses acquis. Et ça, c'est à mon sens
hein, ce qui le distingue de son élève le plus identifiable, le plus facilement identifiable, qui est Dario Argento, qui va lui par contre très tôt en fait se figer dans une posture d'auteur un peu plus forte. Bava, il va pas être comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il va pas disons, apporter suffisamment de crédit à ses accomplissements passés pour se reposer là-dessus. Et il va tout le temps essayer de remettre en cause pour faire finalement une œuvre qui est d'une vivacité et d'une productivité incroyable. Et quand je parle de productivité, c'est pas simplement intrinsèque à son œuvre à lui, mais c'est aussi dans ce qu'elle va irriguer, ce qu'elle va apporter au cinéma à l'international. L'exemple le plus parlant, je pense, là-dedans, parce que c'est aussi peut-être le genre dans lequel il s'est plus illustré, ce serait le film noir ou le thriller. C'est-à-dire que Mario Bava, il fait partie en fait de ces cinéastes, de ces narrateurs qui vont prendre le film noir, qui est avec le western probablement l'autre genre le plus généreux et présent en fait du cinéma, qui est même le pendant obscur, négatif, on pourrait dire, du western, le polar. Et il va prendre ça d'un côté, donc être un peu l'équivalent d'un Edgar G. Ulmer, par exemple, qui a œuvré en Allemagne, mais lui, ce sera donc en Italie, et avec une influence vraiment très marquée de Alfred Hitchcock. Sauf qu'il va le rendre de façon on pourrait dire un peu plus trivial, mais en tout cas, il va le conduire dans une espèce d'abstraction un peu plus forte. Et ça, ce sera dès sa première véritable grande incursion en fait dans le genre, qui est La fille qui en savait trop, qui d'ailleurs cite littéralement deux films en fait de Hitchcock, un film anglais, et puis voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc ça, c'est son premier pas, si tu veux, dans le genre. Et puis, il va arriver à créer quelque chose de relativement neuf avec 6 femmes pour l'assassin, qui est le giallo, en fait. Oui. Qui est donc... Le giallo, c'est jaune en italien. Et ça vient, en fait, de ces romans qui sont un peu comme les romans du Masque, en fait, en France, oui. Avec cette couverture jaune très, très identifiable, où finalement, disons que l'enquête policière a beaucoup moins d'importance que l'acte même du meurtre, la caractérisation du meurtrier, qui est souvent une figure, une silhouette tout de noir vêtue, avec un chapeau et des gants en cuir noir. Donc il y a une fétichisation aussi du tueur, de ses armes, et puis des crimes qu'il peut commettre. Même si 6 femmes pour l'assassin n'a pas été un très très grand succès à sa sortie, il y a eu beaucoup de succès d'années très vite. En fait, le giallo est devenu un genre incroyable là-dedans. Lui, il a continué à œuvrer dans ce genre, avec notamment donc Une nage pour la lune de miel dont on parlait tout à l'heure. Mais jusqu'au point de non-retour, c'est-à-dire qu'Une nage pour la lune de miel, là pour le coup, ça s'est pas très bien passé avec le public et avec la critique non plus. Puis lui-même, je crois qu'il n'était pas extrêmement satisfait du film. Et donc, il y a une remise en cause en fait, qui s'est imposée. Et il va tout réinventer avec un film qui est pas mon préféré, loin de là, de Bava, mais qui est un film complètement fou et extrêmement conceptuel, qui est La baie sanglante, qui va... ramener, disons, qui va limiter en fait le giallo à un jeu de massacre, d'un certain cynisme, et avec aussi, il me semble, un rapport au décor beaucoup plus naturaliste, et qui va très directement influencer le slasher movie et plus particulièrement en fait Vendredi 13. Ça me permet en fait d'amener à ma conclusion, c'est-à-dire que Bava en fait, avec toute cette œuvre, cette réinvention, ce savoir-faire, ce bagage visuel aussi, cette puissance qu'il va avoir, il va influencer évidemment Dario Argento, ça c'est le plus connu. Il a même tourné la fin de Inferno quand Dario Argento était sous influence, on va dire. Il n'était plus en mesure en fait de tourner la fin du film, mais c'est évident qu'on retrouve du Mario Bava chez Brian De Palma, par exemple. Alors, évidemment, dans Phantom of the Paradise, mais même dans les thrillers, dans les films noirs de Brian De Palma, on parle souvent d'Hitchcock chez Brian De Palma, parce que l'influence, elle est là, elle est étalée, elle est évidente. Mais il y a un côté extrêmement latin chez Brian De Palma qui, pour moi, l'affilie très, très directement au giallo italien. Sur les couleurs. Voilà, les couleurs, le rapport aussi à la violence et au sexe, qui sont aussi des choses qui sont, pour le coup, pas du tout anglo-saxonnes.
Clarkson, le côté aussi un peu distancié, le côté un peu cynique, le côté aussi méta. Voilà, ça c'est des choses qui sont très très peu présentes, voire pas présentes chez Hitchcock, ou en tout cas de façon beaucoup plus détournée et décalée que ça. Et Bava va comme ça irriguer énormément de personnalités. Ça va de Joe Dent, qui va réemployer, je n'ai même pas parlé de ce film, mais qui va réemployer Barbara Steele, par exemple, qui était l'actrice qui sera dans le premier vrai film de cinéma de Mario Bava, qui est moi peut-être mon film préféré de Bava, qui est Le Masque du démon, et qui va avoir une influence monumentale sur plein de réalisateurs américains, parce qu'il faut savoir que les films de Bava étaient très bien exploités aux États-Unis aussi à l'époque. Je sors pas ça de mon chapeau. Il va évidemment Burton, qui va aussi lui citer Le Masque du démon très littéralement dans Sleepy Hollow. Et puis aussi d'autres films de SF. On parlait de La planète des vampires tout à l'heure. Juste le pitch pour rigoler un peu. La planète des vampires, l'histoire, c'est un groupe d'explorateurs de l'espace qui reçoivent un appel à l'aide venant d'un planétoïde. Le planétoïde est complètement désert. Il n'y a plus rien, mais il y a des vaisseaux spatiaux qui sont échoués là, peuplés en fait de squelettes de taille gigantesque, donc qui sont morts depuis très très longtemps. Ils explorent ce truc-là et ils vont ramener de cette exploration une force malveillante qui va les décimer les uns après les autres. Évidemment, je ne vous ai pas pitché Alien, je vous ai pitché vraiment La planète des vampires, mais on voit bien qu'il y a aussi il y a un rapport, il y a une acquaintance, voilà. Mais tout simplement, en dehors de toutes ces influences et tout, encore une fois, juste pour ce côté ultra cinéma, parce que j'en ai pas parlé, c'est l'autre actualité, en fait, est sorti chez Lobster, en fait, qui est surtout justement qui travaille beaucoup sur le cinéma des origines, un petit livre vraiment super de Gérald Duchossois et Romain Van de Stichel, alors j'espère que je n'écorche pas trop son nom, qui s'appelle Mario Bava, le magicien des couleurs. C'est ce qui est extrêmement appréciable, c'est très peu cher, hein, c'est l'équivalent d'un hors-série de magazine aujourd'hui, voilà. C'est plus facile en venant plus sur la plage. C'est un livre qui n'a pas d'illustration, hein, c'est purement, on va dire analytique, mais en fait non, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, ce qui est très très appréciable en fait dans le livre, c'est qu'il y a à la fois une vision analytique donc, mais aussi historique, c'est-à-dire qu'il recontextualise Mario Bava et ses films dans leur époque, dans l'industrie du cinéma italien, et encore une fois, c'est chez un artisan, chez quelqu'un qui prend énormément en considération et les contingences techniques et économiques du cinéma, toutes ces choses qui ont très peu à voir avec l'art, mais qui ont énormément à voir avec le cinéma, et c'est pour ça qu'on aime le cinéma, en tout cas c'est pour ça que moi j'aime le cinéma. C'est important en fait d'avoir toutes ces données-là et de savoir exactement quelles étaient les interdictions, quels étaient les budgets, dans quelles conditions il a été distribué, dans quelles conditions il a tourné, etc., etc. Donc c'est un autre, cet ouvrage est parfait pour accompagner votre découverte estivale de ce grand auteur qui est Mario Bava. Je vous jure, c'est super, vous allez en avoir plein les mirettes. Et donc si vous avez la chance de passer par Paris, on l'a dit, pour cette rétrospective, elle se passe donc à la Cinémathèque française, ça dure jusqu'à la fin du mois de juillet, c'est ça? Je crois que c'est ça, et puis surtout il y a beaucoup de copies restaurées, de copies neuves, la Cinémathèque de Bologne je crois, donc ça va être super. Ça va être super, trop bien. Je pense. Et sinon il y a donc ces 3 films qui ressortent en salle, que vous pouvez attraper si jamais vous êtes déjà parti loin de la capitale, et vous avez bien raison, notre temps est écoulé. Merci Julien, merci à Solène à la technique, Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.